Donc, je vous propose qu'on démarre ce webinaire, qui est donc l'événement de lancement de cette convention nationale, où l'enjeu ce soir, c'est d'expliquer aux militants comment cette convention va s'organiser, se dérouler, la place qu'ils vont y avoir, de pouvoir aussi répondre à leurs questions. Donc, vous êtes donc plus de 180 en ligne, donc dans la mesure du possible, on commencera d'abord par répondre aux questions qui seront posées sur le chat. Et s'il y a quelques camarades qui souhaitent s'exprimer oralement, on prendra leurs interventions dans la deuxième partie de la réunion. On est au début d'un processus, donc on va avoir de nombreuses étapes de discussion et de travail collectif. C'est la première de nos conventions nationales qui est lancée, donc on écrit aussi et on définit la méthode en marchant. Donc j'espère que vous vous y retrouverez de manière intéressante. Je vous propose donc qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc on va commencer par intervenir Nora puis moi pour évoquer les enjeux politiques de cette convention et des sujets européens. Ensuite, on présentera les membres du COPIL. On donnera la parole aux représentants des textes d'orientation numéro 3 et 1. On présentera ensuite la méthodologie, un peu de la convention, et puis on prendra les différentes questions et les différentes interventions. Donc l'idée étant de ne pas excéder 1h15, 1h30, et donc d'avoir terminé autour de 20h30. Voilà. Donc je laisse la parole à Nora. Merci Christophe. Alors bien sûr, vous entendez et vous voyez peut-être Sylvie et Eric qui nous ont rejoints. Nous sommes à Bruxelles, au Parlement européen, tous les quatre. Et donc ça montre aussi et ça démontre en fond d'écran, au-delà de nous avoir nos têtes à tous les deux, que nous prenons cette convention au sérieux. Et je veux dire d'ailleurs que nous l'inaugurons ce soir, tu l'as dit, la première convention, mais c'est aussi un temps important dans la vie du parti, et donc j'espère qu'il fera date dans notre mémoire collective. Je vous rappelle quelques enjeux qui sont les nôtres, la délégation française au Parlement. Évidemment, on ne va pas se rappeler, puisque nous sommes des militants socialistes, que l'Europe est au cœur même de notre projet de société. Et depuis les origines de notre mouvement, les socialistes voient l'Europe pas simplement comme une belle idée, mais comme une solution concrète pour avancer sur le chemin du progrès. Pas une utopie, mais une réalité politique à développer. Et c'est donc l'opportunité à exploiter dans le cadre de cette convention. Pour Jaurès, en 1914, c'est l'appel à la grève générale européenne pour éviter la guerre. Pour Mitterrand, en 1983, c'est l'impulsion pour transformer le marché européen en Union européenne afin de protéger les citoyens de l'avidité de la finance. Le temps des hommes providentiels est désormais dépassé, peut-être pas des femmes d'ailleurs, mais c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, c'est tous ensemble que nous devons renouveler notre vision pour l'Europe. La voie est toute tracée, le projet d'abord, l'incarnation ensuite, et cette convention Europe sera démocratique ou ne sera pas. Et bien sûr, nous ne sommes pas là pour réinventer la roue. Nous avons une longue histoire, des valeurs intemporelles et des positions historiques à défendre. Et nous pouvons être fiers du travail accompli par le parti, de nos campagnes pour l'Europe sociale à celles sur la taxe sur les transactions financières. Car c'est ce travail de fond qui fonde nos succès politiques. Il est parfois difficile, vu de France, de mesurer l'ampleur de nos réussites à Bruxelles depuis 10 ans, faute d'une couverture médiatique appropriée sur les questions européennes. Alors voici 3 exemples en guise de rappel. Nous avons obtenu la révision de la directive sur le détachement des travailleurs pour garantir partout en Europe un même salaire pour un même travail et mettre fin au dumping social. Autre progrès majeur, la mise en place des euro-obligations. C'est un peu technique, mais surtout très politique, car il s'agit d'instruments financiers qui sont désormais à l'Europe ce que le compte commun est au couple, la base de la solidarité. Et encore une mesure technique en apparence, mais qui change tout en réalité, l'échange automatique d'informations entre les administrations fiscales marque le début de la fin de l'évasion fiscale. Ces succès politiques et des dizaines d'autres sont là pour nous rappeler l'utilité de ce que nous faisons au Parti socialiste et fixer l'ambition de notre Convention européenne. À force de travail, de conviction, de campagne, d'élection, les priorités que nous définirons au sein du parti seront un jour des réalités politiques dans l'Union européenne.
J'ai évoqué ces quelques exemples tirés de ces 10 dernières années. 10 ans, c'est la durée qui nous sépare de la dernière convention du parti sur les questions européennes. Il n'est pas inutile de rappeler que l'Europe a profondément changé depuis. Et oserais-je dire, notre parti aussi a un peu changé. Nous n'avons pas changé sur l'essentiel. L'Europe, nous la voulons sociale avant tout. Mais ce qui n'était encore perçu que comme une ambition climatique il y a 10 ans est aujourd'hui devenu l'urgence climatique. Je n'ai pas besoin de vous dire que nous ne pouvons pas ignorer les rapports du GIEC. Les sécheresses, les incendies, les inondations, comme nous ne pouvons pas ignorer la misère énergétique dans laquelle est plongé tant de nos concitoyens. Je n'ai pas besoin de le dire parce que le Parti socialiste est depuis des années à la pointe de la lutte contre le changement climatique. Du point de vue stratégique, l'Europe est le meilleur niveau d'action pour porter cette cause, avec ses compétences sur l'énergie, du commerce international, passant par la politique économique. Elle est aussi le lieu du combat pour la justice climatique, car l'enjeu politique majeur des prochaines années tient dans cette simple question. Qui va payer pour la transition? Ceux qui vendent ou ceux qui achètent? La transition doit être juste, c'est entendu pour nous socialistes. Mais nous avons instamment besoin de renouveler, de développer notre plateforme programmatique, d'aller dans le détail de cette question, car tout le reste, ou presque, en découle. L'Europe a changé ces 10 dernières années, je vous l'ai dit, et plutôt dans le bon sens au vu de nos valeurs. Mais la façon dont l'Europe change doit nous interpeller. Nous sommes désormais habitués à Bruxelles au cycle crise, hésitation, réaction. La vision, l'anticipation, le projet ne sont plus les moteurs de l'Europe, comme au temps des pionniers. La crise financière de 2008, suivie de la crise des dettes souveraines du Brexit, du Covid et maintenant la guerre de Poutine en Ukraine, montrent que l'Europe n'avance plus que quand on lui tape dessus. Si le résultat de ce processus est parfois satisfaisant, le prix à payer, c'est moins de délibération, moins de démocratie, moins de cohérence. Un exemple parmi 100. Aujourd'hui, après le Covid, on commence à réfléchir à Bruxelles à la relance de l'industrie européenne, pour ne plus se retrouver sans paracétamol ou masque lors de la prochaine pandémie. Mais la question de la mondialisation et des traités de libre-échange n'est pas posée. La commission libérale, Ursula von der Leyen, n'a pas abandonné l'idée de signer un traité de commerce global avec le Mercosur. La question des brevets, du rôle de la puissance publique dans la production demeure également des impensés de l'Europe. Jusqu'à quand la prochaine crise? Sans préjuger des résultats qui seront les nôtres à l'aboutissement de ce travail collectif, je fixerai néanmoins comme cap la nécessité pour nous de retrouver un chemin proactif pour l'Europe. Quelle Europe voulons-nous? Comment la décliner en politique concrète? Et comment y parvenir? C'est cette méthode qui peut nous faire retrouver le goût de l'Europe, à nous ainsi qu'aux concitoyens européens. Je dirais pour conclure un dernier mot sur le contexte politique qui lui aussi a bien changé depuis 2013. Il nous impose de forger des alliances. Le Parti socialiste a longtemps été hégémonique à gauche. Il ne l'est plus, pour le moment, et c'est une réalité. Mais vu d'Europe, il n'y a rien d'inédit, car en réalité, à Bruxelles, comme à Strasbourg, nous avons toujours dû travailler avec des rapports de force compliqués et mouvants. Au Parlement européen, la gauche n'est pas divisée en 3, 4 ou même 10 partis. Entre les délégations nationales des 27 États membres de l'Union européenne, au sein des 3 groupes de gauche, qui sont les socialistes, mais aussi les écologistes et la gauche dite radicale, c'est 72 partis qui sont représentés, sans compter les indépendants. Chacun a sa sensibilité, des positions propres, parfois très éloignées les unes des autres. Et le but du jeu, c'est de trouver un moyen pour unir la gauche sur chaque texte, sur chaque amendement, afin que l'on soit fort et que l'on pèse sur le présent et l'avenir de l'Europe. Dans les négociations européennes, il vaut mieux arriver bien préparé. Et quoi de mieux que se préparer à une négociation difficile que de mettre par écrit l'ensemble de nos positions, de nos propositions, de nos espoirs, de nos demandes. C'est en commençant par être clair avec nous-mêmes que nous pourrons le mieux contribuer à l'union de la gauche, tant au niveau européen qu'au niveau national. Donc voilà mon souhait pour cette convention. Et donc chaque camarade au travail, et nous serons, nous, la délégation socialiste, à vos côtés, à côté évidemment de l'ensemble des camarades, mais aussi à côté du parti et de la gauche. Donc je vous remercie. Nous attendons avec beaucoup de conviction et surtout beaucoup d'attention les autres interventions et surtout le lancement de cette convention. Merci à vous. Merci Nora.
Les collègues applaudissent derrière. Oui, Solidarité du sont groupe Parlement. Quelques mots à mon tour, avec un regard complémentaire de celui de Nora. Il me semble qu'on est à un moment où il faut redéfinir totalement le projet européen. Non pas que celui qui a été mené jusqu'à présent ait été négatif, mais parce qu'il est d'une certaine manière épuisé et que confronté à des crises qui sont des crises majeures qui bouleversent notre environnement, il faut qu'on invente des réponses nouvelles à des enjeux globaux qui mettent en danger ce que nous sommes en tant qu'Européens, nos valeurs, nos combats, nos modes de vie, notre identité, nos intérêts aussi. Ces menaces, vous les connaissez, les menaces des régimes autoritaires, ces dérèglements, ces crises, vous les connaissez, elles sont économiques, elles sont écologiques, elles sont climatiques, et elles touchent aujourd'hui à notre quotidien. Et il est évident que la guerre en Ukraine, et probablement que Chloé reviendra dans la soirée, transforme notre perception, nous oblige à redéfinir ce que nous sommes et à prendre conscience de la spécificité et de notre destin commun. Alors, à quoi ça sert des socialistes, finalement? À quoi ça sert la gauche dans ce contexte? Pour moi, ça sert d'abord à proposer des réponses démocratiques, collectives et solidaires pour affronter ces crises. Ça sert à défendre nos valeurs humanistes, écologistes, mais aussi le droit pour chacun à une vie digne et belle. Et c'est ça, les combats que doivent mener les socialistes. Et comme l'a dit Nora, ils peuvent les mener tant qu'ils veulent. S'il n'y a pas une majorité de gauche pour les porter au Parlement, eh bien, ces combats n'aboutiront pas. Nous avons une part à faire dans un cadre et dans une mobilisation plus collective. Chacun, ici au Parlement, moi au Parti des socialistes européens, on constate aussi qu'il faut renverser des murs, qu'il faut arriver à bouleverser des habitudes et à aider à augurer, à faire advenir des changements profonds. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de pusillanisme, beaucoup de mollesse dans le débat européen, alors que nous aspirons à une Europe qui assume ce qu'elle est, qui défend ses intérêts, qui exerce sa souveraineté, à une Europe qui promeut et qui endosse des changements de modèle, des nouvelles donnes pour ses politiques européennes, agricoles, industrielles, sanitaires. Une Europe qui fait à nouveau le choix de la puissance publique, des biens communs, qui valorise les interventions citoyennes, les mobilisations locales, et une Europe qui porte une vision planétaire, une autre vision de la mondialisation, une autre vision des droits humains, de la possibilité pour chaque personne d'avoir accès à une vie de qualité à l'échelle de la planète. Donc c'est cette Europe souveraine, démocratique, solidaire, écologique, je pense que nous portons. Après, tout l'objet de la Convention, ça va être de débattre de cela, de définir ce qu'elle est. Mais nous avons probablement, et je termine par là, une opportunité historique. C'est évidemment une Europe souveraine qui défend des valeurs et un projet de société. Ce n'est pas ce que les nationalistes ou l'extrême droite portera en Europe. Évidemment, une Europe souveraine qui fait le choix du renouveau d'une politique d'indépendance, d'une politique industrielle, d'une politique sanitaire, alimentaire, ce n'est pas ce que les libéraux sont capables de faire. Et y compris, on le voit en France, au quotidien, ce que donne un gouvernement libéral. Donc, face à ce besoin de refonder des réponses collectives dans un monde qui change, dans un monde dangereux, nous sommes probablement les seuls à être capables d'apporter une réponse complète avec une offre politique profondément originale. Donc, sortir du « l'Europe, oui, mais », ou sortir de l'idée que nous serions le petit plus d'une Europe qui nous échapperait pour être vraiment à la refondation d'un projet politique. Il nous semble que c'est ça aujourd'hui l'enjeu de cette convention et derrière évidemment l'enjeu de l'élection européenne. Donc voilà pour ces propos introductifs. Alors nous sommes un collectif à animer cette convention nationale. Je vais essayer de décrire tout le monde à l'écran et n'oublier personne. Donc Philippe Doucet qui représente le texte d'orientation numéro 1, Chloé Ridel qui est la secrétaire nationale en charge avec Jérôme Savier du groupe d'experts du Parti socialiste et qui est également porte-parole du PS, Jean-Marc Germain et Céline Gessman qui sont les représentants du TO3, François Comet qui est le secrétaire national adjoint à l'Europe et qui suit notamment toutes les relations avec les partis frères dans le cadre du PSE, qui participe avec moi aux instances du PSE. Je vois Christophe Rouillon, qui est notre camarade, membre du Comité européen des régions, mais surtout président du groupe socialiste au Comité européen des régions. Et puis, je ne vois pas à l'écran, mais sont aussi membres de ce comité de pilotage, Anna Pic pour le groupe à l'Assemblée nationale, Didier Marie
pour le groupe au Sénat et Joao Martins Pereira pour les jeunes socialistes. Donc voilà le collectif qui va au niveau national piloter cette convention, en lien bien sûr et en s'appuyant sur la dynamique que vous allez créer dans tous nos territoires et dans toutes nos fédérations. Et je vais maintenant donc donner la parole à Jean-Marc Germain, puis à Céline Gessman pour le TO3, puis à Philippe Doucet pour le TO1. Donc je laisse le service com du parti ouvrir la parole aux uns et aux autres. Je pense que Jean-Marc, tu peux activer ton micro. Oui, bonjour à toutes et tous. Je vais être bref parce que l'idée de cette réunion, c'est aussi de vous entendre. Alors, vous êtes très nombreux et c'est super. Je trouve que quand on dit qu'on est un parti européen, ça se manifeste aussi dans le militantisme que vous représentez. Et puis, on aura beaucoup d'autres occasions d'échanger. Rajouter 2 ou 3 éléments par rapport à ce qui a été dit. D'abord, l'enjeu fondamental. On a parlé beaucoup de sujets. Moi, je voudrais en retenir 3. La question écologique, bien sûr. On ne se rend pas tout le temps compte, en tout cas jusqu'à très récemment, à quel point ce qui va se décider au plan européen est absolument fondamental pour que la transition écologique soit ou ne soit pas, et pour qu'elle soit juste ou pas. Puisque, au fond, on le voit bien, la transition va se faire notamment par la transformation des produits qui sont émis sur le marché européen. Et ça, c'est une décision européenne, les réglementations, le fait, par exemple, d'interdire les véhicules thermiques à tel ou tel horizon. Ça va être aussi la transformation de l'énergie, de la façon de produire l'énergie, et ça aussi, c'est un marché européen. Et je pourrais citer 1000 exemples de même nature. Je crois que les Français l'ont compris quand on leur a expliqué à la télévision que finalement le prix de l'énergie était indexé sur le prix du gaz et lui-même augmentait en raison notamment de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, premier point, on ne pourra pas réussir la transition énergétique en France sans la réussir en Europe. Et j'ajoute, et c'est là tout l'enjeu de la prochaine campagne, comme d'ailleurs des précédentes, mais plus encore, puisqu'on approche du gouffre, que la gauche soit forte en Europe et qu'au sein de la gauche, les socialistes et les sociodémocrates soient forts, mais tout particulièrement les socialistes français. Le deuxième élément qui est absolument fondamental dans la période actuelle, c'est la montée des populismes qui nous inquiète en France comme partout ailleurs en Europe. Et là encore, il y a des raisons sociétales, culturelles, mais il y a, en tout cas, c'est l'analyse que l'on porte au Parti socialiste et à laquelle je crois profondément, des raisons sociales. Et il faut que cette transition soit juste. C'est ça l'enjeu, au fond. Comment faire une transition juste. Et là encore, il faut à minima que l'Europe ne soit pas un obstacle. Par exemple, en révisant les politiques de concurrence, on met en avant les politiques de relocalisation de l'industrie, de construction de champions européens, et on sait que, notamment en cette matière-là, il y a beaucoup d'obstacles liés à la conception initiale du marché unique. Et puis la dernière, elle est géopolitique, pas de dessin, et j'arrête là-dessus. Je voudrais conclure pour pas faire trop long sur la nature même de l'exercice de la convention. C'est un exercice à la fois intellectuel, un comité scientifique, on va consulter la société civile, des experts, mais aussi, c'est pour ça que ça s'appelle une convention, c'est un exercice qui met beaucoup à contribution les militants. On écrit le texte ensemble, on amende nos textes et à la fin, on votera, vous voterez. Et dans ce comité de pilotage, on est très attaché, Christophe l'a dit en introduction, on va servir un peu de pilote pour les autres conventions, mais à mener à bien cet exercice-là, parce qu'on croit beaucoup à l'intelligence collective, en tout cas en ce qui concerne notre courant. Nous y veillerons. En tout cas, merci à tous et toutes d'être là et n'hésitez pas à nous solliciter les uns et les autres après cette réunion plus directement si vous le souhaitez.
Céline, je crois que vous avez prévu de vous exprimer à deux voix. Vas-y. Merci Christophe. Tout d'abord, pour commencer, je souhaiterais remercier Nora et Christophe pour la minimation de ce comité de pilotage qui me semble très prometteur. Donc, merci à vous. Peut-être pour faire écho à ce que disait Laurent en introduction, je pense qu'en effet, on a une vraie responsabilité en tant que socialistes européens dans cette prochaine campagne parce que nous sommes une gauche fondamentalement pro-européenne. Laura a poursuivi, la gauche socialiste française a été à l'avant-garde quand même du projet européen et donc c'est un héritage qu'on porte et qu'on doit honorer. Ensuite, on est la gauche qui est fondamentalement présente sur les questions sociales et pas uniquement sociétales. Laura a parlé des travailleurs des plateformes, on pourrait rajouter le SMIC européen. Il y a plein d'avancées fondamentales sociales pour le projet européen que nous portons et que nous devons renforcer. Et puis en soi, nous sommes la gauche qui défend l'Europe de la défense, la gauche qui vote l'adhésion à l'Ukraine, on l'espère un jour, la vote qui vote l'aide pour l'Ukraine. Et ça aussi, c'est important parce que ça fait partie de nos marqueurs. On doit être assez ambitieux pour porter ces marqueurs et aller plus loin, pour finalement repenser aussi ce projet européen à l'aune des défis qui nous attendent aujourd'hui et répondre aux aspirations des citoyens européens qui sont, je pense qu'il ne faut pas se mentir, parfois un peu déconcertés par l'Europe. Et c'est notre rôle de les rassurer, mais aussi de leur faire voir un espoir sur un projet fondamentalement social, pour une Europe forte, pour une Europe autonome qui protège ses valeurs, parce que je pense que réaffirmer les valeurs européennes sont extrêmement importantes dans la période qu'on connaît aujourd'hui. Et justement, avec le trio 3, nous voyons trois axes fondamentaux que cette convention devra peut-être aussi aider à clarifier. Tout d'abord, c'est cette idée d'avoir une Europe protectrice et solidaire. Donc, je ne reviendrai pas sur l'environnement, Jean-Marc en a parlé, mais évidemment aussi la politique industrielle européenne, la politique de concurrence qui peut être progressive. On voit aux États-Unis un vrai mouvement pour une politique de concurrence progressive. Donc, comment nous, en Europe, on arrive à s'en inspirer et aussi à en faire un outil social et pas uniquement de régulation du marché. Évidemment, la mutualisation des dettes, la question fiscale ne sont pas des nouveautés, mais c'est des choses qu'on doit encore plus aujourd'hui prendre à bas le corps. Et puis, pourquoi pas imaginer des nouvelles choses comme un État-providence européen, pourquoi pas creuser les idées du bien-être durable qui était justement dans le Progressive Society Report qui a été conduit il y a quelques mois. Donc là aussi, ça peut être des outils fondamentaux pour nos réflexions. Le deuxième axe, ça peut être une politique européenne plus intégrée qui met les citoyens au cœur, parce que souvent, les citoyens sont un peu oubliés du projet européen. On parle de grandes politiques, mais il ne faut pas oublier qu'on fait ça pour les citoyens avant tout. Et là, pourquoi pas se prononcer également sur les questions d'éducation, de culture, qui font une partie intégrante de cette citoyenneté européenne qu'on doit construire si on veut que les citoyens nous suivent finalement. Évidemment, les questions de réforme des institutions qui pourront être tranchées pendant cette convention. Alors, le rôle du Parlement européen, les droits de veto, les licences nationales, tout ça, je pense que ce seront des questions passionnantes qu'on va pouvoir aborder. Et puis aussi les suites de la conférence sur l'avenir de l'Europe. On sait que Nora était très active lors de ce processus. Et donc aussi, il y aura la question de se poser, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui maintenant qu'on a eu ça, sans oublier l'élargissement, le voisinage. Mais je vais arrêter là pour la liste. Et enfin, évidemment, un dernier axe, l'Europe offensive, intransigeante sur ses valeurs. Donc, ça fait partie du régime du droit d'asile européen que Sylvie connaît bien, l'Europe de la défense et de la paix. Et puis aussi, évidemment, et surtout aujourd'hui, les mécanismes du respect de l'état de droit, qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des fonds européens qui sont utilisés pour construire des murs en Europe. Ceci n'est pas acceptable. Et je pense qu'il faut qu'on le revendique haut et fort. Donc là aussi, il y a plein de propositions à faire et à avoir. Et en tout cas, c'est vraiment ce qu'on nous souhaite dans cette convention, c'est d'entendre vos idées, vos propositions. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se mette de limites dans un premier temps. Toutes les idées sont bonnes à prendre et à débattre. Et puis en tout cas, moi, je me réjouis vraiment qu'on puisse construire tous ensemble ce projet socialiste qu'on portera ensuite dans une campagne qui sera à sa hauteur. Merci Céline. Et je donne la parole à Philippe Doucet pour la dernière de ses interventions un peu introductives. Bien, bonsoir à toutes et à tous, chers camarades. Je salue nos deux co-responsables, Nora et Christophe, et puis j'envoie un salut amical à Sylvie et Eric qui nous ont la gentillesse de travailler avec nous. Il est important que ceux qui ont l'expérience de la dimension européenne soient là. C'est un enjeu, ils le vivent, ils le pratiquent au quotidien, c'est très important. Donc moi, ce soir-là, je représente le courant Debout les socialistes, le TO1.
Je le dis, c'est un courant participatif, donc il y aura un groupe de travail au sein du courant que j'aurai le plaisir d'animer avec Rita Malouf, et puis au fur et à mesure, des camarades m'ont fait part de leur intérêt, donc on les rajoutera dans les boucles que Christophe a déjà montées au fur et à mesure, et donc évidemment, on apportera au maximum notre pierre à l'édifice de cette convention, en ayant nous-mêmes notre travail. Jean-Marc l'a évoqué, comme on sait aussi qu'on est un peu la convention cobaye des autres conventions, ça va nous permettre aussi, nous, de dupliquer au sein de notre sensibilité ce travail collectif. Donc pour nous, cette convention et les élections européennes qui sont derrière, c'est un enjeu absolument essentiel pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'il y a un fond idéologique, c'est que depuis l'élection, tu l'as un peu dit, Christophe, dans ton introduction, enfin depuis 2019, il y a quand même eu quelques sacrés bouleversements dans le paysage européen et dans le paysage dans lequel nous nous mouvons. Le Covid, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, la fin de la mondialisation heureuse, la perception que la Chine était devenue un adversaire systémique de l'Europe et en général du monde démocratique. Et donc, on voit bien que tout ça, on a besoin de retravailler au fond. Donc, je reprendrai ton mot, je pense qu'il faut refonder notre vision idéologique de l'Europe autour de la question de l'Europe souveraine. Et donc, ce travail-là, en fait, il faut qu'on revoie tout, notre regard du sol au plafond, et c'est l'occasion, effectivement, de tout aborder. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur la crise climatique, évidemment, que nous partageons. Donc, tout ça, finalement, au fond, tout est remis à plat et c'est l'occasion vraiment de travailler au fond. Ça, c'est le fond idéologique. Et puis, il y a, deuxièmement, la question politique qui concerne plus spécifiquement les socialistes français, encore que, c'est que nous, il faut qu'à travers ces élections, nous sortions du résultat de l'élection présidentielle. L'élection européenne, c'est d'une certaine façon, d'ici la prochaine élection présidentielle, le vrai rendez-vous, le seul vrai rendez-vous de l'élection électorale nationale. Je ne veux pas mésestimer le rôle des sénatoriales, mais pour suivre ça par ailleurs, on voit bien que c'est des élections tout à fait particulières, dans un contexte finalement très local, avec des individualités fortes et une implantation historique. Là, c'est le grand saut dans le vide pour participer. Et donc, c'est l'occasion, après la présidentielle, de réaffirmer notre force. Donc, il faut à la fois une liste forte sur le fond, et je pense que c'est autour de cette force de l'axe politique que nous allons porter qu'on peut reconstituer une force, et puis aussi une dynamique militante. On verra ce qu'il en est. J'ai cru comprendre que les écologistes étaient partis pour poser leur liste, ce qui ne me surprend pas parce que eux aussi, c'est leur élection quelque part dans leur regard sur l'Europe et ils auraient bien tort, de mon point de vue, de ne pas y aller. Hein, donc, parce qu'en plus, ils ont fait un très bon score la dernière fois. Et donc, nous, il faut que face à ça, entre finalement les écologistes et la France insoumise pour élite, il faut que nous puissions nous porter quelque chose de très fort et sur le fond politique et sur la forme. Et donc, c'est aussi l'occasion d'engager, et on aura le lien avec les fédérations, aussi une dynamique militante autour de cette élection. Donc, pour Debout les socialistes, on va prendre toute notre part à cette convention. Et pour vous dire les choses, on a tous et toutes hâte de travailler, d'insuffler du plaisir d'être ensemble et de travailler et sur le fond et sur le terrain pour cette belle convention et ces belles élections européennes. Voilà, merci à vous mes camarades et au plaisir de vous entendre. Merci Philippe. Alors on va tenter de mettre à l'écran quelques éléments de présentation de la méthode de travail qui va être la nôtre. Ça va permettre de commencer à répondre à certaines des questions qui ont été posées en ligne. Beaucoup de questions en ligne sur le chat sont des questions qui rappellent qu'il y a des thématiques qui sont importantes. Recherche, Méditerranée, entreprise, gouvernance économique, défense, santé, énergie, eau, éducation, rapport de l'Europe au monde. Donc évidemment, tous ces points sont dans le débat de la Convention nationale. Et c'est au cours des semaines, des mois qui viennent, je vais y revenir, mais on aura besoin de vos contributions écrites pour nourrir notre réflexion nationale et l'écriture du texte, ce qu'évoquait Jean-Marc tout à l'heure. Je vais revenir d'abord sur les éléments de méthodologie. D'abord pour vous dire qu'on a un comité de pilotage et qu'il fonctionne bien et dans une liberté de débat et dans une recherche d'une avancée en commun entre les différents textes d'orientation. Donc c'est déjà un élément positif très important. Et je pense qu'on a bien sûr des différences
d'approche de tel ou tel sujet. On aura des débats sur la stratégie, mais que le sujet européen est un sujet qui rapproche dans la vie collective du Parti socialiste. En tout cas, avec Nora, on en fait le pari et on essaiera avec tous les camarades de nourrir ça. Ensuite, on va vous présenter les éléments de méthodologie, mais ça va bouger. Ça va bouger aussi en fonction des initiatives des fédérations, en fonction des possibilités, des suggestions qu'on vous fera. Vous connaissez ce qu'est le parti, donc on a des moyens limités au niveau national. Donc on est preneur de toutes les suggestions, de toutes les initiatives. Et un de nos rôles aussi, ça va être d'intégrer des initiatives fédérales dans la programmation nationale, c'est-à-dire de valoriser pour l'ensemble des militants dans le pays des débats, des textes, des contributions, des initiatives locales qui viendront de partout. Donc on est aussi une caisse de résonance, même si la forme de ce webinaire à maintenant 230 est forcément un petit peu descendante, mais on veut être la caisse de résonance de toutes les mobilisations et de toutes les propositions qui émergeront partout dans le pays. Maintenant, je tente le lancement de ma petite présentation. Ouais, excellent. Oh là là, il semblerait, d'après le test qu'on a fait tout à l'heure, que ça marche. Ah. Sauf, évidemment, si, voilà. Donc, juste première chose, de rappeler que la Convention Europe, c'est qu'une étape vers les élections européennes. Il y a eu une question déjà dans le chat sur les désignations. Le calendrier de désignation de la liste n'est pas arrêté, ce sera probablement sur la fin de l'année. Le Conseil national aura en discuté. Par contre, pour rassurer un des camarades, demain comme aujourd'hui, tous les élus de la liste, si c'est une liste menée par le Parti socialiste, siégeront au groupe SND. C'est le cas de tous les élus de la liste de 2019 et c'est très important. Donc il y aura 2 temps dans cette convention. D'abord, avril-juillet, c'est le temps qu'on ouvre aujourd'hui, un temps de débat d'ouverture et de contribution. À partir du mois de juin, on commencera au sein du comité de pilotage à écrire le texte. Comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, il sera soumis aux militants en septembre. Et moi, je souhaite, comme lui, qu'on puisse le faire, évidemment avec des amendements, mais pourquoi pas aussi avec des options ouvertes dans le texte, parce qu'on n'est pas dans des logiques bloc contre bloc. Il y a des sujets sur lesquels on explorera des réponses nouvelles, et ce sera sûrement intéressant de proposer au vote des militants des options sur certains sujets. Et en septembre-octobre, donc le vote en tant que tel est l'événement convention nationale qui aura lieu avant les vacances de la Toussaint et qui sera à la publication de la feuille de route des socialistes pour la préparation de l'élection européenne. Plusieurs questions sur le chat aussi sur ce qui se passe au niveau du Parti des socialistes européens. Donc il y aura un nouveau congrès du Parti des socialistes européens en octobre-novembre. Ce sera aussi l'occasion d'y porter vos propositions et les positions que nous allons élaborer collectivement. Ce congrès du PSE adoptera une résolution d'une 10-20 pages peut-être, c'est ce qui nous est dit pour le moment. Et dans un deuxième temps, fin 2023, début 2024, sera publié un manifesto qui sera un texte très court qui devra servir de plateforme de communication avec des axes principaux communs à l'échelle européenne. Et tout au long de ce processus, nous ne devons pas seulement débattre en interne, mais nous devons être très ouverts sur l'extérieur et valoriser en permanence ce que nous faisons pour montrer à l'ensemble des Françaises et des Français que les socialistes sont en train de travailler et ont des positions et des propositions. Alors dans cette période qui va d'aujourd'hui jusqu'à vacances d'été, bien sûr nous allons proposer des éléments au niveau national, mais c'est d'abord dans les fédérations que le débat doit et peut s'organiser sur le terrain dans chacun de nos départements. Donc il y aura très rapidement, je n'ai pas encore la date, une réunion des premiers secrétaires fédéraux avec l'équipe nationale pour structurer tout ça. Et ce qui est évidemment souhaité dans chaque fédération, c'est qu'il y ait un référent ou un comité de pilotage local de la convention, qu'on puisse répondre aux besoins de formation quand ils s'expriment, qu'il y ait au moins un débat interne et au moins une initiative externe dans chaque fédération. On sait que les fédérations sont de tailles différentes, n'ont pas toutes les mêmes capacités, donc il faut que ce soit très adapté aux réalités locales, que ça vienne de vous, mais qu'il y ait partout un débat entre militants et que partout on donne le signal vers l'extérieur que nous sommes en train de travailler sur la question européenne. Au niveau national, donc nous allons entamer dès le 17 avril les auditions des auteurs des contributions thématiques Europe du Congrès.
Donc, tous celles et ceux qui ont déposé des contributions thématiques au moment du congrès seront entendus par des membres du comité de pilotage. Alors, si on peut aider François Commet, qui va coordonner ce volet, c'est bien que les uns et les autres se resignalent auprès de nous, ici sur le chat ou sur la liste WhatsApp Cercle Europe, puisqu'il n'est pas toujours si facile que ça de retrouver qui a déposé ou les coordonnées des camarades. Donc, resignalez-vous et toutes les contributions thématiques seront auditionnées dans les prochaines semaines. Ensuite, nous vous proposerons des webinaires avec des invités extérieurs. Le premier aura lieu sur les questions qu'évoquait Nora du travail sur les plateformes et des droits des travailleurs des plateformes, en lien avec la directive que porte notre camarade Nicolas Schmitt. Et puis nous-mêmes, au niveau national, nous mènerons des auditions, des rendez-vous avec des acteurs clés, du militantisme européen, mais aussi et surtout des gens qui interviennent dans toutes les grandes questions du travail, de l'écologie, de l'alimentation et autres qui ont été évoquées et qui sont des questions clés. Avant de parler des outils européens, avant de parler des institutions, il me semble essentiel de parler de ce que l'Europe doit faire, des problèmes auxquels on doit répondre et de ce que nous attendons en termes de réponse de l'Union européenne pour concrètement changer la vie des gens. Le débat classique sur les mécanismes des politiques et sur les institutions, il est essentiel, mais il est au service d'un projet politique. Ce n'est pas une fin en soi. En tout cas, c'est notre parti pris au début de cette convention. Et puis enfin, vous avez déjà reçu un certain nombre d'éléments qui ont été envoyés à tous les militants sur la base du fichier que le parti a, donc qui n'est pas complet, hein, nous en excusons d'avance. Donc, pour pouvoir participer à ce webinaire, vous êtes logué, connecté sur une plateforme numérique sur laquelle vous pouvez déposer vos contributions. Donc, on s'organise pour y répondre rapidement et elles seront toutes prises en compte. Nous vous avons adressé un questionnaire qui est une aide pour engager le débat. On ne demande pas évidemment à tout le monde de répondre à toutes les questions, mais on essaie de balayer une bonne partie, c'est jamais exhaustif, des questions qu'on pense utiles d'évoquer pour aussi permettre dans chaque section, fédération, d'être aidé dans l'identification des sujets dont on a envie de se saisir. Donc c'est une aide à la structuration du débat. Les contributions thématiques Europe du Congrès ont été remises en ligne sur la plateforme et par ailleurs, on vous fournira au fil des semaines des contenus de formation, des liens, des podcasts, des vidéos pour que ce soit des ressources pour vous, pour votre réflexion personnelle, mais aussi pour l'animation de vos réunions de section ou de vos réunions fédérales ou de vos initiatives externes. Et puis, je vous rappelle pour terminer que il y a de nombreux intervenants qui sont à votre disposition et qui seront ravis de se mobiliser pour répondre à vos invitations. Donc, bien sûr, les députés européens, bien sûr, les membres du Comité européen des régions, qui sont des élus locaux très engagés au niveau européen et qui sont trop peu connus, les parlementaires nationaux qui interviennent sur les questions européennes. Je citais Didier Marly pour le Sénat, Anna Pic pour l'Assemblée, mais il y en a bien sûr d'autres. Les responsables du parti, les membres du comité de pilotage. Et puis, il y a autour de nous toute une série de militants, de formateurs, d'experts, d'activistes du PSE, des City Group, qui ont l'habitude d'intervenir sur ces questions-là, de se mobiliser et qui peuvent aussi se déplacer en proximité ou en voyageant, comme on le fait tous, d'un département et d'une fédération à l'autre. Donc, on souhaite qu'il y ait vraiment un maximum d'initiatives qui naissent dans les fédérations. On est à la disposition de chacun pour les accompagner, pour aider à faire en sorte qu'elles se passent le mieux possible, pour fournir des contenus, pour fournir des intervenants, et surtout pour relayer et prendre en compte l'ensemble des propositions que vous construirez. Peut-être dernière chose avant de reprendre connaissance des nouvelles questions ou de faire réagir d'autres membres du COPIL. La question des rapports avec les autres partis frères en Europe, avec les Verts et avec la gauche. On sait que c'est un combat européen. Il y a beaucoup de militants du parti qui sont en lien avec des militants dans d'autres partis politiques en Europe. Et donc, on souhaite que ça se renforce. Nous, on se bat tous les jours au PSE pour que la préparation des élections ne soit pas 27 préparations séparées, mais un travail collectif. On n'est pas toujours entendu, mais on va continuer à œuvrer dans cette direction-là.
On souhaite qu'il y ait des thématiques communes, des éléments de réflexion communs, demain des campagnes communes à l'échelle européenne sur les grands thèmes, vraiment, hein, pas seulement à travers le sigle du PSE, mais à travers une action coordonnée. Donc tous ces liens entre camarades sont des liens extrêmement utiles qu'il faut faire vivre et prendre des initiatives aussi dans ce sens. Et puis, vis-à-vis de nos partenaires à gauche, que ce soit en France ou en Europe, il faut dialoguer, il faut ouvrir la discussion, il faut les inviter partout c'est possible dans nos débats. Il faut examiner les points de convergence et les points de divergence en totale liberté. Il faut prendre en compte aussi ce qu'ils ont réfléchi, ce qu'ils ont à dire, leurs propositions. Ça peut aussi nourrir notre propre réflexion. Et ce ne sont pas les seuls interlocuteurs. D'abord, on doit se tourner vers les citoyens, vers les acteurs associatifs, les forces syndicales. En tout cas, ça doit être un grand moment de débat interne, mais aussi un grand moment d'ouverture extérieure. Voilà pour moi. Je me tais, je stoppe le partage d'écran et je reviens avec Nora, si l'ordinateur veut bien, à notre cadre collectif. Voilà. Est-ce que je peux rajouter 2 éléments sur notamment la partie des partenaires de gauche et aussi le travail qui peut être fait et qui est fait par le groupe social-démocrate. On a parlé du Parti socialiste, on a parlé du Parti socialiste européen, mais je rappelle qu'on est le 2e groupe au Parlement européen. On siège, et on l'a dit tout à l'heure, tous au groupe social-démocrate et il n'y aura pas d'autres possibilités pour l'élection prochaine. Chacun des députés siégeront au groupe social-démocrate et le groupe organise aussi tout un travail autour de questions qui doivent être traitées, et notamment sur évidemment la question à la fois de souveraineté, puisqu'on en a parlé, mais aussi toutes les campagnes autour de l'élection de 2024. Et donc, il faudra prendre ça aussi en considération. On n'est pas, si on s'inscrit dans une démarche européenne, on a aussi un groupe, et surtout un groupe actif, est présent au Parlement européen, ce qui donne du coup évidemment le lien avec nos partenaires de gauche. Je vous l'ai dit en introduction et je le réaffirme ici, il est évident qu'à chaque fois que nous essayons de faire avancer un sujet autour du respect de l'état de droit, on en a parlé, de la souveraineté alimentaire, parce que je vois Eric et Sylvie derrière moi, de la souveraineté énergétique, on va chercher nos partenaires de gauche, français, évidemment, des 2 délégations. Aujourd'hui encore, pour ceux qui ont le temps, revoyez la plénière qui a eu lieu aujourd'hui, et nous avons essayé d'agir sur le respect de l'état de droit ensemble et demander une résolution. Donc, on fait avancer des sujets en commun. C'est valable au niveau du Parlement européen, évidemment, et au niveau national aujourd'hui, et encore plus avec la réforme des retraites. Donc, rien ne nous est étranger dans les discussions avec nos partenaires de gauche, qu'ils soient d'ailleurs des délégations françaises, pour ce qui est de l'EFT et des Verts, mais aussi de l'ensemble de nos, évidemment, camarades verts autres pays et gauche radicale des autres pays. C'est important parce que je ne voudrais pas qu'on parte ensuite dans une idée que nous sommes seuls avec nous-mêmes et que les députés européens qui sont là jusqu'à la fin du mandat, je le rappelle, et qui portent des enjeux très importants, et notamment, Sylvie en reparlera, on a le pacte asile-migration qui arrive, sur des sujets qui nous percutent, sur des sujets qui sont importants et dont on a à déterminer notre ligne politique et surtout les combats qu'on mènera autour de ces questions-là. Alors, est-ce qu'il y a des membres du comité de pilotage qui souhaitent rebondir à ce stade? Chloé et Christophe. Chloé d'abord. Oui. Merci beaucoup Christophe. Merci à tous pour le lancement de cette belle convention qui est très prometteuse et très importante et qui prend place surtout dans un contexte européen passionnant. Depuis les dernières élections européennes de 2019, on a changé de monde. Il y a eu la pandémie, il y a eu la guerre en Ukraine, et ces 2 crises énormes ont montré que l'Europe était capable de pivoter, de changer parfois du tout au tout, et que ça n'était pas une sorte de bloc de granit libéral impossible à faire bouger, et que ça pouvait être au contraire un levier, un vrai levier de progrès écologique et social. Donc je crois que le contexte dans lequel vont se dérouler les élections européennes en 2024 sera très très différent du contexte de 2019, et que nous avons là vraiment une carte à jouer
pour amener l'Europe à continuer son mouvement de pivot. Depuis la pandémie, elle a montré qu'elle était capable d'être solidaire avec la commande de vaccins en commun. Elle a montré qu'elle était capable, sur simple décision politique au Conseil européen, de mettre fin à des règles budgétaires qui étaient pourtant enquistées dans les traités. Et donc, voilà, on a mis fin au dogme de la rigueur budgétaire, à certaines règles en matière d'aide d'État. On a montré qu'on était capable d'adopter des règles aussi écologiques très ambitieuses à l'échelle européenne, d'utiliser la puissance que nous offre notre marché pour ralentir la déforestation à travers le monde, pour aussi s'assurer que les produits qui rentrent sur notre marché ne soient pas produits par des travailleurs qui soient exploités, etc. Donc, on voit bien à travers tout un petit nombre d'exemples que l'Europe peut être ce levier pour nous protéger dans la mondialisation et puis pour protéger aussi notre mode de vie, notre modèle. Je crois que cette guerre en Ukraine, cette terrible guerre, nous a aussi montré qu'être européen, c'était vouloir appartenir à un modèle de civilisation, c'était chérir un certain nombre de valeurs, d'institutions, de façons de vivre, de systèmes de redistribution sociale qui fait que nous sommes européens. Et quand au Parti socialiste, on dit qu'on est européen, je crois que c'est ça qu'on veut dire, c'est qu'on se sent appartenir à une communauté de destin avec les autres pays d'Europe. Et ça ne nous empêche pas de regarder en face ce qu'il faut changer dans les institutions et dans le droit et dans le marché européen pour que cette Europe-là, elle soit un vrai levier de progrès écologique et social. Donc, je crois que la convention qu'on lance ce soir sera très, très prometteuse et j'espère que toutes les fédérations à travers le pays se saisiront de ces enjeux pour nous faire remonter aussi les questions qui sont spécifiques à chacun des territoires et qui sera utile d'avoir en tête en vue de la campagne. Merci. Merci Chloé. Christophe Rouillon. Alors, Christophe Rouillon, tu es toujours sur mute. Est-ce que tu m'entends là? Ça va? Parfait. Ouais. Ok, merci. Non, je ne vais pas être très long. Simplement, je voulais m'exprimer en tant qu'élu local, maire, qui vit l'Europe au quotidien, par tous les bénéfices dont nous avons pour mener nos actions de transition énergétique, entre autres au plan local, et puis aussi en tant que président du groupe socialiste au Comité européen des régions. Le Comité européen des régions est l'Assemblée institutionnelle des élus locaux d'Europe, avec un rôle consultatif, mais néanmoins voilà, un poids au sein des institutions dans le processus de décision. Avec voilà, le groupe socialiste est le deuxième groupe politique avec une centaine de membres, avec ses suppléants, ça fait 200. Le président du comité européen des régions est socialiste, donc ce qui nous donne une place quand même assez importante. Je crois que d'ailleurs c'est avec le Conseil économique et social les deux seules institutions qui sont dirigées par des socialistes aujourd'hui. Voilà, donc on a des présidents de grandes régions avec pouvoir législatif, des maires de grandes villes, et on essaye de porter la vision d'une Europe concrète. Et je pense que dans nos débats, il faut essayer de ramener l'Europe à des réalités de la vie de tous les jours, à l'Europe à tous les coins de rue, même si nous devons aussi avoir une vision globale et ne pas nous enferrer dans les questions simplement de proximité. Au Comité des régions, notre mantra, j'allais dire, c'est agir local, penser global, mais je pense que ça doit être peut-être une ligne directrice de notre convention. Alors, il y a des actions spécifiques un petit peu qui sont l'ADN de notre institution, qui sont importantes et qui mériteraient d'être reprises, je pense, par le Parti socialiste et traduites dans un langage de commun aussi accessible à tous les citoyens. Le thème de la cohésion territoriale. C'est 340 milliards d'euros qui servent à mettre en place toutes les actions sur le terrain de transition énergétique, de grandes infrastructures, d'aide à l'innovation, à la recherche et surtout à la réduction des inégalités territoriales entre les régions. Ça, c'est à mon sens le plus important à souligner. Nous défendons, bien entendu, la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique, avec le Pacte européen contre le réchauffement climatique. Et je crois que là, il faut vraiment qu'on passe à une étape supplémentaire. Les jeunes ont raison, on ne va pas assez vite, on ne va pas assez loin, les procédures sont complexes, elles ne sont pas assez partagées. Et le dernier plan de relance montre que finalement, on a
voté beaucoup de milliards, on a décidé de milliards, mais qu'ils ne sont pas consommés sur le terrain. Et donc là, il faut qu'il y ait des possibilités de pouvoir utiliser ces fonds européens au plan local pour lutter contre ce réchauffement climatique qui inquiète la jeunesse. Le pilier social est très important. Il ne peut pas y avoir d'Europe sans un pilier social fort, avec une harmonisation sociale par le haut. Et nous nous sommes mobilisés, nous continuons à nous mobiliser sur la question du logement social, avec une convention qui aura lieu en avril prochain. Je crois que le Parti socialiste doit aborder cette question qui est vraiment centrale de la vie quotidienne de nos concitoyens. 3 campagnes qui pourraient nourrir aussi le débat sur la question des migrants. C'est totalement inacceptable que les migrants continuent à se noyer en Méditerranée. Et là, on voit encore une recrudescence. Nous avons défendu l'idée de ports sûrs dans les villes. La question de la protection des femmes, notre campagne Place Safe for Women, la lutte contre les violences conjugales, la question aussi des droits des minorités sexuelles, la défense des LGBTQIA+. Et là, je ferai le lien par rapport, et j'en terminerai, par rapport à notre ambition. Je pense qu'il faut vraiment défendre l'idée d'un nouveau traité européen, avec en particulier la fin de la règle de l'unanimité. Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure par Chloé, l'Europe, ce sont des valeurs. Et aujourd'hui, nous sommes bloqués par ces négociations de marchands de tapis assez minables, je veux dire, parce qu'il faut avoir une unanimité. Et donc, si on met un terme à cette règle de l'unanimité, on pourra arriver à continuer à défendre véritablement nos valeurs. Voilà, donc c'est ces points. Je pense qu'il faut qu'on s'inscrive dans cette Europe forte, social-démocrate. Il y a un espace politique entre la France insoumise, les Verts. C'est l'Europe d'Antonio Costa, de Pedro Sanchez, de Olaf Scholz, de Sanna Marin aussi, qui a beaucoup de courage, et d'Elisa Schlein qui vient d'être élu aussi en Italie. Donc, il y a vraiment une force à développer au niveau européen. Il faut que nous, on arrive à créer ce lien entre l'Europe concrète et l'Europe ambitieuse que l'on souhaite défendre. Merci Christophe. On va terminer le tour des membres du COPIL qui sont autour de la table virtuelle. Et j'ai oublié tout à l'heure de citer Cecilia Gondard, qui est excusée ce soir. Donc, João Martins Pereira pour les jeunes socialistes et aussi membre du bureau des jeunes socialistes européens. Yes. Merci Christophe. Donc oui, donc João Martins Pereira, je ne vais pas faire beaucoup plus long et surtout je vais m'excuser aussi pour mon retard, mais simplement pour vous indiquer évidemment la disposition des jeunes socialistes et la volonté évidemment de participer de ce travail de la Convention nationale sur l'Europe. C'est un travail qu'on va lancer dès le congrès qu'on va tenir à Lille ce week-end avec une table ronde qui sera spécifiquement dédiée, et puis un travail qu'on va aussi lancer avec nos partenaires des autres organisations de jeunesse, comme tu disais Christophe, au sein de Yes, qui ont vraiment aussi envie de participer et de voir également les socialistes français toujours plus présents, toujours plus forts et revendicatifs finalement sur notre modèle d'une Europe, comme disait Christophe à l'instant, plus sociale, plus écologique et plus en phase avec nos valeurs. Donc voilà, encore une fois, vous avez cette exigence à la fois des jeunes socialistes sur cette convention afin de proposer des idées, des combats qui puissent répondre aux exigences de la jeunesse, mais aussi cette disposition pour aussi porter ce qui sortira de ce bel événement, de ce bel engagement qu'on est en train de lancer avec les conventions nationales. Merci beaucoup. Merci Joao. Et François Comet, l'homme sans qui je ne serais rien. Et grâce à qui on a retrouvé progressivement l'influence collective en étant en interaction permanente avec les autres partis au sein du PSE, en étant force de proposition dans les réunions du PSE, auteur d'amendements, présent dans l'ensemble des événements, et ça redonne une crédibilité aux socialistes français au sein du PSE. François. Bon, heureusement qu'on me voit de façon un peu sombre, parce que sinon on me verrait rougir de tous ces compliments. Moi, je voudrais insister sur 2 points. Le premier, Philippe l'a dit, on veut créer une dynamique militante. Et ça, c'est extrêmement important parce que pour l'instant, on a quand même un peu dans l'idée que l'Europe, c'est une affaire de spécialistes. Donc, il y a des gens qui se passionnent pour l'Europe dans chaque fédération, ils se réunissent entre eux. Et là, c'est ce qu'on voudrait essayer de casser. Nora aussi l'a dit, rien de ce qui se passe en France n'est étranger à l'Europe. Chaque fois que vous prenez un problème et que vous commencez à l'analyser, il y a un petit bout européen qui apparaît.
Donc, il faut qu'on soit capable, par cette convention, de mobiliser toutes les compétences qu'on a à l'intérieur du parti, qui sont des compétences qui s'exercent souvent sur des niveaux nationaux, et puis penser que ces niveaux nationaux, ils ont aussi des retentissements en Europe. Donc, c'est important. Alors, on le voit très bien sur le niveau social, par exemple, mais pas que. Et donc, j'insiste vraiment pour que, si possible, les fédérations fassent des événements qui ne se limitent pas aux habituels spécialistes de l'Europe, mais qui vraiment soient ouvertes à l'ensemble des militants. Parce que si on n'arrive pas à mobiliser nos militants, comment est-ce que demain on arrivera à faire campagne et à expliquer à nos citoyens pourquoi l'Europe est importante? Et le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est le rapport au PSE. C'est effectivement important qu'on ait des idées et que ces idées, on les fasse remonter de façon à pouvoir nourrir les discussions avec le PSE. Je vous enverrai d'ici quelques jours un texte qui a été approuvé la semaine dernière au PSE sur l'énergie. On a pas mal ramé pour essayer de faire remonter nos idées. C'est important qu'on puisse continuer à alimenter le PSE et je pense que ce qu'on fait et ce qu'on produira dans la Convention seront des éléments extrêmement utiles pour faire remonter et faire porter un peu plus fort notre voix à l'intérieur du PSE. J'ajoute par exemple qu'il y aura un forum social à l'initiative de Antonio Costa qui se tiendra au Portugal, je pense fin mai ou fin mai ou début juin, pardon. Et ça serait important que là on puisse effectivement venir avec un certain nombre d'idées qu'on puisse soumettre et faire prendre en compte par le PSE. Voilà, et puis effectivement, on fera des auditions de l'ensemble des contributions parce qu'il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait sur l'Europe, donc il faut en profiter, il faut s'en servir de base pour pouvoir aller plus loin et être encore plus précis sur nos propositions. Merci. Merci François, et si je reprends cet exemple concret que tu as évoqué sur l'énergie, on a quand même réussi à faire écrire au PSE que la libéralisation du marché d'énergie avait été une erreur, qu'il fallait aujourd'hui un nouveau chemin, considérant que l'énergie était un bien commun, qu'il fallait pour ça des réponses collectives qui passaient par l'affirmation aussi de la puissance publique et des réponses aux défaillances de marché. Et aujourd'hui, ça illustre aussi ce que disait Chloé sur la manière dont des brèches peuvent s'ouvrir dans le débat européen face à des crises. C'est évidemment des choses que personne n'aurait accepté d'écrire il y a un an encore au sein du PSE, et c'est possible de se faire entendre avec ce type d'approche aujourd'hui. Donc rien n'est gagné, mais on peut retrouver une écoute et une force de proposition parce que les crises en cours ouvrent des perspectives et des débats nouveaux au sein de la famille socialiste et social-démocrate. Alors on ne sait pas, pour répondre à une question, où aura lieu le prochain congrès du PSE. Il y a un appel à candidature qui est lancé pour le tenir quelque part. En France, on a proposé il y a déjà plusieurs mois d'accueillir rapidement un événement du PSE sur l'égalité femmes-hommes, qui pourrait donc être au croisement de cette Convention Europe et de la Convention dédiée à la révolution féministe. Donc on espère qu'on va pouvoir aboutir déjà sur cet événement-là, et on essaiera d'accueillir en France le maximum d'événements du PSE dans les mois qui viennent. Nos députés européens rendent compte de leur mandat toutes les semaines dans leur newsletter, que je pense que vous recevez tous et toutes, et ils sont à votre disposition, ils le font déjà pour se déplacer ou pour intervenir en visio à l'invitation des uns et des autres. Je crois que plutôt que de faire un compte-rendu de mandat de 50 pages, la meilleure manière de rendre compte de ce qui se passe en Europe, et Nora l'a aussi fait dans son introduction, c'est d'en échanger directement avec vous dans vos différents territoires. Il y a par ailleurs beaucoup de camarades qui se proposent pour faire des formations. Là, dans le chat, la section de Bruxelles a rappelé sa tradition aussi d'avoir des ressources et de pouvoir mettre à disposition des camarades pour animer des rencontres. Là encore, on peut le faire en se déplaçant, on peut aussi le faire en visio. Il faut faire des choses physiques, mais la visio permet aussi, y compris pour des publics relativement restreints, une section, etc., d'avoir des échanges directs et des apports extérieurs importants. Bien sûr, ces quelques diapos qu'on a présentés
on va les diffuser ici, et notamment sur la liste WhatsApp du Cercle Europe. Donc il y a, je ne sais pas, on doit être près de 200 sur cette liste WhatsApp. Mais s'il y a des camarades qui sont en ligne, qui ne sont pas sur cette liste, on pourra les rajouter. Donc dans ce cas-là, mettez votre nom et votre numéro de téléphone portable sur le chat et on vous intégrera dans la liste du Cercle Europe, qui est importante parce que c'est aussi notre premier sac de mobilisation. C'est aussi une possibilité de contribuer, d'échanger en direct entre les uns et les autres, parfois en lien avec nous, mais aussi directement entre vous sur tous les sujets que vous avez évoqués. Et puis, je terminerai là, cette petite réaction sur ce qui a été dit par plusieurs sur la manière de poser les problèmes. Je vais prendre un exemple très simple qui sera cher à mon ami Eric qui est derrière moi. On peut organiser un débat sur la politique agricole commune, mais on peut aussi, dans une fédération, tout simplement organiser un débat sur l'alimentation aujourd'hui, ses enjeux et ses défis. Et si on parle d'alimentation, on parlera de l'agriculture à proximité de chez soi, mais on parlera aussi de la politique agricole commune et on parlera aussi du commerce international. Mais il y a peut-être plus de gens qui viendront participer à une rencontre publique sur l'alimentation qu'à une rencontre publique sur la politique agricole commune. Et on pourrait parler de la même manière de l'accueil des migrants, parler de la même manière des questions d'énergie, de la défense de l'emploi dans l'industrie. Moi, je suggère vraiment que dans les semaines qui viennent, qu'on prenne des initiatives publiques, on parte de ce qu'est la vie quotidienne des gens, leurs préoccupations, pour ouvrir des débats dans lesquels on montre les liens avec la question européenne et on fait des allers-retours permanents entre ce que l'on vit chacun dans nos territoires au quotidien et là où se prennent les décisions, c'est-à-dire souvent au niveau européen, voire au niveau international. Voilà, ça a été dit par plusieurs, vraiment partir des problèmes concrets pour amener au débat européen, plutôt que de partir des grandes questions européennes classiques institutionnelles. Est-ce que l'Europe doit être plus ceci, est-ce que l'Europe doit être plus cela, qui souvent n'amènent que les spécialistes ou que les gens qui se pensent être des experts ou avoir des avis établis sur l'Europe. Donc on a un grand effort de pédagogie, mais c'est pareil aussi souvent dans nos sections où le sujet européen fait parfois peur et parfois considéré comme trop technique. Donc sachons reposer les débats autrement. Qu'est-ce qu'on attend de l'Europe? À quel problème elle peut nous aider à résoudre? Comment on peut se sortir des grandes crises auxquelles on est confronté? Et on verra se réveiller un débat citoyen sur les questions européennes, un intérêt qui sera, je pense, beaucoup, beaucoup plus large. En tout cas, c'est dans cette direction-là qu'on vous incite à discuter dans vos fédérations, vos sections, pour organiser vos débats et pour prendre des initiatives extérieures. Donc voilà, je pense que l'on peut dire ce soir. Je ne sais pas si on a globalement répondu aux questions qui étaient soulevées sur la méthode de travail, si c'est plus clair pour vous. On compte sur vous pour être encore 205 ambassadrices et ambassadeurs de cette démarche et contributeurs et contributrices à notre réflexion. Interpellez-nous, engueulez-nous. On ne fera pas tout parfait. Comme ça a été dit par les uns par les autres, c'est la première des conventions nationales. Il va y avoir beaucoup d'autres dans les mois qui viennent pour que notre parti soit remis au travail, discutant en interne, tourné vers l'extérieur, producteur d'idées. Et donc, vous pouvez continuer à proposer, mettre vos noms et numéros de téléphone sur le chat pour participer au Cercle Europe. On les voit passer, là, c'est très bien, merci. Et puis, dernier mot pour moi, je suis peut-être long, excusez-moi, j'ai oublié, on nous a posé la question sur la stratégie d'alliance. Ah oui. Donc, on ne va pas y répondre ce soir de manière définitive. Ce qui a été dit clairement, et ce qui, je crois, je ne vais pas avancer pour les autres, mais je vais essayer d'être prudent dans mon propos. Donc, chacun fait aujourd'hui le constat qu'avec LFI, les différences de conception même de l'Europe, du rapport à l'Europe, du projet européen, sont telles qu'une liste avec LFI n'aurait pas de sens parce qu'il n'y aurait pas de projet commun. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combats communs, sociaux, écologiques, dans la vision de la mondialisation. Et si on veut faire gagner la gauche en Europe, il faudra faire dialoguer toutes les gauches. Mais aujourd'hui, il y a des approches qui sont très différentes. Donc nous nous organisons pour mettre des idées sur la table. Et la première raison d'être de cette convention, c'est que les socialistes aient leur feuille de route, que cette feuille de route soit dans le débat public et que plutôt que de se positionner par rapport aux autres, nous soyons suffisamment offensifs pour organiser autour de nous le débat sur l'Europe. On sait par ailleurs qu'au niveau national comme européen,
On a beaucoup de points communs avec nos amis verts, mais des différences aussi. Donc, je disais tout à l'heure que ces moments-là sont aussi un moment pour, dans la transparence, dans une très grande liberté de débat, faire le point des points de convergence et des points de divergence. Et il faut les explorer, il faut les mettre noir sur blanc, entre nous, dans le parti, mais aussi avec les partenaires, pour faire à l'automne des choix collectifs de liste. Je donne un exemple de ce qui se passe ailleurs en Europe pour montrer que rien n'est fermé. Aux Pays-Bas, les socialistes et les Verts ont tenu congrès dans la même ville avec des temps communs de débat et des moments séparés. Ils ne cherchent pas à fusionner leurs partis politiques, mais ils ont voulu faire en sorte que leur débat dialogue et justement mettre à jour ce qui les rejoignait, ce qui les séparait. Je ne sais pas, on n'est pas là en France, ce n'est pas le sujet, mais faisons vivre ce débat à gauche en mettant en avant nos positions, telles que vous allez nous contribuer à les définir et telles que vous les voterez en septembre-octobre. Et dans la foulée de la Convention nationale, poursuivons le débat à gauche pour voir avec qui on peut affronter l'échéance, avec qui dans la société, pourquoi pas avec d'autres forces politiques, ça sera notre choix collectif de nos instances nationales à l'automne. Mais pour le moment, construisons les propositions des socialistes, pesons dans le débat en étant moteurs par nous-mêmes, soyons dans l'affirmation de ce que nous sommes, ce que nous pensons, nous en France et au nom de notre famille socialiste, social-démocrate européenne. C'est la meilleure manière, je pense, de construire un rapport de force, de se remettre au cœur de la gauche et de préparer l'avenir. Je rajouterai un point. Vous l'avez compris, l'honneur de diriger cette délégation des députés européens. Je l'ai dit tout à l'heure, composée de 6 députés européens qui ne sont pas tous socialistes. Et donc, ça répond aussi à une partie de notre capacité à pouvoir travailler ensemble. Sylvie l'a fait avant moi. Je crois que vous n'avez pas entendu de problème de rupture de ligne ou de bordélisation, comme on dit, le bruit et la fureur, dans notre délégation, avec des personnalités toutes les plus légitimes et qui ont toutes travaillé aux questions qui sont les nôtres, avec des marqueurs. Et donc, je souhaite aussi que vous ayez ça en tête, parce que pour moi, il est toujours très important de respecter les accords que nous passons et le travail de chacun, et donc là, en l'occurrence, de l'ensemble des parlementaires européens. Et nous sommes dans cette configuration au moins jusqu'en juin 2024, avec un changement, mais là, entre socialistes, puisque Éric s'en va et Christophe nous rejoint, mais il restera tout de même, évidemment, mobilisé, il n'a pas le choix, autour de nos camarades dans le cadre de la Convention. Mais n'oubliez jamais que notre délégation ici au Parlement européen est déjà une délégation qui n'est pas exclusivement composée de socialistes, et je crois que ce serait faire offense au travail et de Sylvie et de moi, et de considérer que nous nous replions sur nous-mêmes, ou que depuis 5 ans maintenant, 4 ans et l'année qui arrive, que nous n'arrivons pas et nous ne savons pas travailler de manière commune. Et donc voilà, ayez ça aussi en tête, parce que j'ai l'impression que des fois, vous oubliez que vous avez des parlementaires européens et qui travaillent beaucoup, malgré nos petits noms, et qui font avancer des choses. Et donc, évidemment, ils seront à votre service pour remettre peut-être le travail qui a été le nôtre depuis 5 ans au service du collectif, si jusque-là, ça n'a pas été assez fait par le parti. Merci Nora, cette mise au point. Alors, continuez à mettre vos coordonnées sur ce qui n'est pas le chat au sens littéral, ça s'appelle question-réponse. Mais je précise pour ceux qui n'avaient pas bien saisi, il y a plus de 100 contributions, questions, transmissions de coordonnées sur le question-réponse de ce webinaire. Juste pour aller un tout petit peu plus loin encore que Nora, pour être très clair, Aurore Laluc et Raphaël Glucksmann, également Pierre Larouturou, et Pascal sont et maintenant alors, oui, pardon, ils sont tous les trois, Pascal Durand pas encore, ils sont affiliés au Parti des socialistes européens, dont ils sont membres, et y compris leur présence permet au Parti des socialistes européens d'obtenir des fonds de financement public, que l'on peut nous aussi mobiliser en tant que parti national pour organiser un certain nombre d'événements. Donc c'est quelque chose d'important. Et Nora, par exemple, participe régulièrement au réseau économique et financier du Parti des socialistes européens. La question a été posée de savoir si on allait auditionner des socialistes européens. La réponse est oui. On ira même au-delà. Didier Marie, sénateur, a proposé aussi d'organiser des auditions
de partis au-delà, des parlementaires au-delà, aux États-Unis, en Afrique, etc. Et je pense que c'est une bonne idée. On fera aussi le lien avec Dylan Botifla et le cercle international du parti. Et lors de la convention en tant que telle, c'est-à-dire l'événement en octobre, il y aura bien sûr des intervenants du PSE et des intervenants européens. Je crois que vous aviez été nombreux à saluer le fait qu'au Congrès à Marseille, les temps européens et internationaux étaient de haut niveau, étaient des moments intéressants pour vous et éclairant des approches des uns et des autres. Donc on va bien sûr continuer dans cette direction pour faire en sorte que ce processus de convention il soit bien irrigué aussi par le dialogue avec nos amis européens et pas que interne. Voilà, est-ce qu'on a épuisé les questions? Peut-être un seul point pour faire un peu la pub de possibilités au Comité européen des régions. Nous avons un programme IEP qui permet à des jeunes élus, même à des candidats, de pouvoir participer aux activités du Comité européen des régions et du groupe socialiste. Il y a une possibilité de s'inscrire d'ici le 10 avril. Et puis, deuxième point, on a aussi des moyens pour organiser des dialogues citoyens sur le terrain, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a un autre membre du comité de pilotage qui veut dire un petit mot avant que nous terminions? Non? Mais ce qu'on nous a fait, en fait, on est clair, parfait. Ok. C'est l'énergie. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre mobilisation et votre participation à toutes et à tous. Vous êtes encore 190 en ligne, donc je pense que c'est un beau succès. Beaucoup d'entre vous se sont portés volontaires pour contribuer, pour intégrer le groupe WhatsApp. Donc, on va s'atteler à tout cela et on est vraiment à votre disposition pour travailler avec les fédérations des sections. Et je vous dis, il y aura une réunion des premiers secrétaires fédéraux très rapidement. Les équipes du parti à Ivry sont mobilisées sur les conventions nationales parce qu'on sait que ces conventions, c'est le cœur battant du parti pour les mois qui viennent, pour les réussir et pour vous accompagner. Donc on est tous ici, ce comité de pilotage et les équipes du parti mobilisées pour être à votre service et on compte sur votre initiative et votre travail dans toutes les fédérations. Merci. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci à vous. Et bon courage. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.